Chapitre 3 Sol et production de biomasse. Pour se développer, les plantes cultivées ont besoin de minéraux tels que le potassium, l'azote ou le phosphore. Ces éléments minéraux sont naturellement présents dans le sol grâce au recyclage de la matière organique en matière minérale. La matière organique est transformée en matière minérale par un mécanisme de minéralisation primaire ou par un mécanisme de minéralisation indirect. Passant d'abord par l'humification, il se forme de l'humus, qui est un engrais naturel, car cet humus sera minéralisé pour donner de la matière minérale, qui ainsi enrichit le sol. Comme on l'a vu dans le chapitre 2 sur les agrosystèmes, dans un écosystème naturel, le recyclage de la matière organique en matière minérale est en équilibre. Dans l'agrosystème, l'exportation de la biomasse appauvrit le sol en minéraux et nécessite l'apport d'intrants, en particulier les engrais. Cependant, cet apport d'intrants n'est pas sans impact sur l'environnement. L'un des enjeux majeurs pour l'humanité est de produire suffisamment de biomasse pour nourrir l'humanité, tout en limitant ou en compensant les impacts environnementaux. Remporter ce défi nécessite de connaître les sols et les mécanismes de leur formation. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au sol. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir un sol et décrire la façon dont il est organisé, d'expliquer comment se forme un sol et de décrire l'importance des sols dans les écosystèmes. Qu'est-ce qu'un sol et comment est-il organisé? Le sol correspond à la couche de terre qui est en interaction entre la lithosphère, l'atmosphère et la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants. Il est en moyenne épais de 30 cm, mais à certains endroits du globe, il peut atteindre plusieurs mètres de profondeur. Il comprend une fraction solide faite de matière minérale et organique, une fraction liquide composée d'eau et une fraction gazeuse avec notamment du dioxygène, du dioxyde de carbone et du diazote. Le sol est organisé en plusieurs couches horizontales appelées horizons. De l'extérieur vers l'intérieur, on va trouver l'horizon haut, une couche très riche en matière organique, qui comprend la litière, c'est-à-dire tous les débris végétaux et notamment les feuilles, mais également de l'humus, qui est une matière organique issue de la décomposition des végétaux notamment. L'horizon A, appelé aussi terre arable, qui est organo-minérale, donc riche en humus, mais également en matière minérale. L'horizon B, qui lui est riche en matière minérale. Et l'horizon R, qui correspond en fait à la roche-mère, à partir de laquelle se forme le sol. Dans cette couche, il n'y a que la roche-mère qui est non altérée, donc ni vie, ni matière organique. Comment se forme un sol? Le sol provient de la transformation de la roche-mère sous-jacente sous les effets combinés de l'altération et de l'action de la biosphère. L'altération de la roche-mère, liée notamment à la pluie, conduit à l'incorporation d'éléments minéraux dans le sol. L'activité de la biosphère conduit de son côté à l'incorporation d'éléments organiques dans le sol. En d'autres termes, un sol se forme grâce à l'interaction entre la roche-mère et l'activité de la biosphère et bien sûr de l'atmosphère. Un sol sera donc différent en fonction de la nature de la roche-mère sous-jacente, du climat et de la biosphère présente. Quelle est l'importance des sols dans les écosystèmes? On représente souvent une chaîne trophique ou chaîne alimentaire de la façon suivante. Mais une telle représentation laisse suggérer que les prédateurs sont les maillons terminaux de la chaîne. En réalité, la matière forme un cycle dans les réseaux trophiques. En effet, à chaque maillon de la chaîne, de la matière organique rejoint le sol, soit sous forme de débris, comme les feuilles ou les poils, soit sous forme d'excréments ou de cadavres, et cela quel que soit le maillon de la chaîne. Et toute cette matière organique dans le sol va être progressivement décomposée par les animaux détritivores, qui sont macroscopiques, ce qui va produire de l'humus, et minéralisée par les décomposeurs.
Les décomposeurs sont des êtres vivants microscopiques comme les bactéries ou les champignons qui transforment la matière organique en matière minérale. Du coup, la minéralisation de la matière organique par les décomposeurs conduit à un enrichissement du sol en éléments minéraux. Or, les premiers maillons de la chaîne, les végétaux, ont besoin de sels minéraux pour leur croissance. Dans un écosystème, on observe alors un circuit fermé de la matière qui est recyclé en permanence. En résumé, le sol est l'enveloppe de la Terre en interaction avec la lithosphère, l'atmosphère et la biosphère. Le sol est composé d'une fraction solide, liquide et gazeuse. Un sol s'organise en couches horizontales appelées horizons. Ces couches sont riches en matière organique à la surface et riches en matière minérale en profondeur. La formation du sol dépend de la nature de la roche-mère, du climat et de l'activité de la biosphère. Enfin, le sol participe au recyclage de la matière dans les écosystèmes en permettant, grâce aux êtres vivants qui y vivent, de décomposer la matière organique morte et de la minéraliser, ce qui produit des éléments fertilisants pour les végétaux. Gérer durablement un agrosystème signifie gérer la circulation de la matière dans cet agrosystème. Prenons par exemple une culture de blé, une culture intensive. Il s'agit de gérer la circulation de la matière minérale dans ce champ. Le sol possède une réserve en éléments minéraux. 15 kg d'azote par hectare, 250 kg de phosphore et 500 kg de potassium. Cette réserve doit être maintenue, sinon le sol est appauvri. Or, les végétaux prélèvent de la matière minérale. Voici les quantités nécessaires à la production d'un hectare de blé. Les humains exportent la biomasse produite, ce qui fait sortir du système de l'azote, du phosphore et du potassium. N'oublions pas qu'il y a de la restitution, car toute la biomasse n'est pas exportée. Les restes organiques sont décomposés par les êtres vivants du sol en matière minérale. Il y a des apports de minéraux par l'eau, mais il y a aussi des pertes par lessivage qui concernent surtout l'azote. Il y a aussi quelques apports atmosphériques. On constate que l'absorption est supérieure à la réserve du sol. Gérer durablement, c'est donc apporter la masse d'éléments minéraux nécessaires pour maintenir la réserve du sol intacte, mais pas plus. L'agriculteur doit donc réaliser des analyses pour connaître ce qu'il doit apporter et qui correspond aux pertes par lessivage, auxquelles s'ajoute la matière minérale exportée, mais moins les apports naturels. Les aliments les plus gourmands en eau sont le chocolat. C'est terrible. On constate avec ce graphique que le coût environnemental est toujours très grand et pas seulement en intrants. Ici, on voit que pour produire de la nourriture, il faut énormément d'eau, car on prend en compte l'eau utilisée pour faire pousser les végétaux ou pour faire pousser les céréales qui ont servi à nourrir l'animal. Il peut s'agir d'eau de pluie ou d'eau d'irrigation. Il faut prendre aussi en compte l'eau de consommation des animaux, ainsi que l'eau nécessaire à la transformation, puis au transport de l'aliment. Si on prend l'exemple du chocolat, les cacaoyers sont très gourmands en eau, mais ensuite il faut extraire le chocolat du fruit, transformer la poudre de chocolat pour en faire des tablettes et ensuite exporter ces tablettes vers les consommateurs. Si nous ne voulons pas épuiser nos ressources et conserver une planète habitable pour les générations futures, il faut gérer les ressources et donc avoir des pratiques agricoles durables, c'est-à-dire faire de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est avoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités des écosystèmes, c'est-à-dire analyser comment fonctionnent les écosystèmes naturels et en déduire des techniques naturelles, donc, pour favoriser la production de biomasse dans les agrosystèmes. Beaucoup de techniques sont possibles. Le maintien des haies, qui favorise la présence d'eau dans le sol et la biodiversité. Par ailleurs, les haies retiennent le sol. Le maintien des bordures enherbées, qui attirent les insectes pollinisateurs. La lutte biologique,
où l'on utilise des prédateurs naturels, des insectes ravageurs à la place des insecticides. L'utilisation de fertilisants naturels comme le fumier ou le compost à la place des engrais. Ils sont riches en matière organique qui sera décomposée sur place et transformée en matière minérale. Pratiquer la polyculture. On plante plusieurs espèces dans un même agrosystème. Par exemple, ici les œillets présentent un double avantage. Ils attirent les pollinisateurs, ce qui profite aux autres plantes de la culture, mais aussi ils attirent les insectes ravageurs, ce qui les détourne des autres plantes, qui ne sont alors pas attaquées. Planter des légumineuses. Ces plantes abritent dans les nodosités de leurs racines des bactéries appelées rhizobiomes, qui ont la capacité de fixer naturellement et en grande quantité l'azote de l'air. C'est une symbiose qui se traduit par l'enrichissement du sol en minéraux. Pratiquer la jachère, c'est-à-dire laisser temporairement reposer un champ sans le cultiver. Cela permet de réenrichir le sol grâce à la décomposition de la biomasse produite dans cette parcelle. Au Moyen Âge, par exemple, les paysans pratiquaient une année de jachère, puis une année d'élevage, pendant laquelle les excréments contribuaient à enrichir le sol, avant de cultiver de nouveau un an la parcelle. Ils tournaient ainsi sur 3 parcelles. Une autre action importante est de ne pas labourer, ou très peu, afin de préserver les vers de terre qui sont très importants dans le processus de minéralisation du sol. Cependant, ce type de culture demande un investissement en machines agricoles coûteux. Pratiquer l'agroforesterie. La plantation d'arbres au milieu des champs cultivés permet une meilleure rétention de l'eau, un enrichissement du sol en minéraux et favorise la lutte contre l'érosion des sols. Avec près d'1 milliard d'humains souffrant de la faim en 2020 sur Terre et une planète à préserver, les enjeux de l'agriculture durable sont énormes.